Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. Noël approche à grands pas, il va falloir renoncer aux grandes tablées Covid-19 oblige. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer au plaisir dans l'assiette. Ce matin, on vous propose une émission gourmande, agrémentée de recettes faciles à faire à la maison. Ce sera la mission de nos invités. Mais d'abord, direction Quimper pour les idées cadeaux. Tu as peut-être des pistes pour nos téléspectateurs, Evan. Exactement, bonjour Anne Fanté, bonjour à vous à la maison. Ce matin, je vous propose une visite de la faïencerie Henriot à Quimper. Parfait pour pouvoir mettre les bonnes recettes que l'on va vous proposer dans un traditionnel bol breton. Et je vous propose de passer de ce tout mini bol à un bol de taille réelle. Vous allez suivre les coulisses de la fabrication avec vous notamment Fabienne et avec François qu'on ira voir tout à l'heure. Bonjour. Vous pouvez prendre votre micro, sinon on ne vous entend pas. Bonjour. Expliquez-nous, depuis combien de temps est-ce qu'on fait de la faïence à Quimper ? La faïence à Quimper existe depuis 1690. En fait, on crée ici, sur place, dans nos ateliers, on façonne, on émaille, on décore tout dans nos ateliers depuis bientôt 333 ans. Ah oui, donc bientôt un anniversaire. Bientôt un tiers de millénaire. Ouais, c'est ça. Et tout est fait à la main. Tout est fait à la main. De la fabrication, à partir de l'argile, ensuite l'émaillage, la décoration. Tout est fait sur place à la main. Alors justement, on va s'approcher un petit peu de François qui est en train de préparer la base des bols. Bonjour François. Expliquez-nous, bon, ça c'est des pains d'argile. C'est ça, on reçoit des pains d'argile, on les coupe en plus petite taille pour faire des petites baguettes de la taille de ma main. Ok. Donc, comme ça me permet de prendre de l'argile à la bonne taille. Donc ça c'est la quantité qu'il faut pour faire un bol. Pour faire un bol, voilà. On le jette au fond du bol, Oula. tout simplement pour donner la forme du bol. Ah, faites voir. Alors on va essayer de le redécoller. Ah oui, alors, évidemment, il faut recommencer. Voilà, hop là. Alors il est bien collé. Oui, bon, mais on a vu, voilà. c'est ça qui est... Voilà, on donne la forme du bol en le jetant dedans. Et alors ensuite, vous allez... Alors, après, on le prend et on le met à la machine. Ah, Et donc, approchez-vous de la machine. la machine va, elle, m'aider à donner la forme du bol par l'extérieur. Voilà. D'accord, donc on l'humidifie aussi un petit peu l'argile Voilà, en même temps. en même temps, ça veut dire que c'est plus rapide. La machine va me donner la forme du bol. Voilà, donc là, les oreilles, on ne les voit pas, elles sont cachées sous la bordure. D'accord. Et après, donc on va le mettre sur le portique pour le laisser sécher 7 à 7 heures environ. Et au bout de 7 heures, on va être capable de le sortir et d'enlever la couture pour faire apparaître les oreilles. Justement, on va aller voir ça. Combien de bols sortent de l'atelier tous les ans ? On fait entre 4 et 5 000. Ah oui, vous avez du boulot, on vous laisse. Ouais, merci. Ce serait dommage de prendre du retard, surtout pendant les fêtes de Noël. Alors Fabienne, justement, on peut voir le bol après séchage. On en a préparé là, Oui. vous allez nous expliquer. Je vais vous montrer ça. Effectivement, quand le bol sort du moule, il est encore bien brut. Ah oui, Donc on enlève la couture à la main. on voit les fameuses oreilles. Voilà, tout à fait. Et ensuite, le bol sera lissé également à la main à l'aide d'une éponge. Vous voyez ici le bol un petit peu brut, là une Ah fois oui. qu'il a été lissé. Donc tout D'accord, ça, donc chaque bol est lissé à la main, c'est avec du papier... avec foncé, une éponge, D'accord. et puis une éponge abrasive style Scotch-Brite, vous voyez. Comme pour la vaisselle. Alors, vous allez pouvoir reprendre votre micro. J'aimerais aussi qu'on parle de la faïence qui se met un peu au goût du jour, puisqu'il y a le traditionnel bol breton, comme on a pu voir. Mais vous mettez vraiment un point d'honneur à allier faïence et art contemporain, notamment avec ce nouveau style de bol. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Effectivement, Henriot, c'est la tradition, mais c'est aussi le travail avec des artistes aujourd'hui. Là, c'est un bol qui a été créé par Mathieu Poung. Il est parti vraiment du bol traditionnel breton, de la forme traditionnelle, et il a facettisé. Un bol à facettes, c'est pas la Voilà. classe, ça ? Je sais Et pas si ensuite, vous ces pouvez bols, ils voir vont être les cuits, c'est facettes. ça, hein ? Ils vont être cuits pendant 9 heures à 1040 degrés et on obtiendra le biscuit. Et ce biscuit va être décoré à la main. C'est vraiment la particularité aussi de la faïencerie Henriot. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour découvrir les peintres et le travail de décoration. Ne ratez pas ça parce que ce serait vraiment pas de bol. Super blague. À tout à l'heure, Evan. Et on le sait, hein, vous êtes nombreux à d'ores et déjà penser à la composition de votre menu de Noël. Quelles seront les tendances pour ce réveillon si particulier ? Réponse en images. Tu fais quoi pour le réveillon de Noël ? Cette année, service minimum. Cette année, le repas de Noël ne sera pas comme les autres. On reste prudent. Un Français sur 2 prévoit de ne pas réveillonner en famille et 46% de se limiter à 6 convives. Moins de faste également. 44% des Français prévoient de dépenser moins que d'habitude. Un Noël teinté d'anxiété,
Certains, inquiets à l'idée de possibles pénuries, ont déjà pris leurs précautions. Ils étaient 27% à déclarer fin octobre avoir fait des provisions. Et sur la table, le changement sera visible aussi, avec des produits différents des années précédentes pour un foyer sur 2. Plus local et plus sain. C'est la grande tendance 2020, crise sanitaire et évolution des modes de consommation oblige. Pour autant, on ne devrait pas sacrifier aux traditions, avec les grands classiques que sont le foie gras, le saumon, les huîtres, la dinde et la bûche. Mais on s'autorise de plus en plus à revisiter les recettes et à les alléger. 80% des Français sont attentifs aux quantités. Bref, pour préparer le réveillon, va falloir bûcher. C'est dommage. Et on poursuit la discussion avec Agathe Duchesne, blogueuse culinaire, le chef étoilé Sylvain Guillemot. Julien Perdriel, on reviendra avec vous dans un instant sur votre projet de conservatoire d'un patrimoine vivant breton, notamment des volailles, et vous êtes éleveur. Et Yolène Delabigne, notre Madame Belle Histoire, vous nous parlerez des bonnes idées qui ont éclos pendant le confinement. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, première question, malgré le contexte sanitaire, est-ce que vous arrivez à préserver une sorte d'esprit de Noël, Sylvain Guillemot? Oui, tout à fait. On n'a rien vous cacher, les produits, les producteurs, très important. Et puis le plaisir aussi de préparer pour les gens. Donc on est en vente à emporter, vous avez bien compris. On travaille comme on a l'habitude de le faire, avec juste dans l'idée de se dire que les gens vont pouvoir profiter de ce moment pour se réunir et peut-être un peu moins avoir de vaisselle à la maison. Agathe Duchesne, l'esprit de Noël, il est encore là malgré le contexte sanitaire? Oui, il est encore là. J'ai pris plaisir le week-end dernier à faire mon sapin, à écouter un disque de Noël en buvant mon chocolat chaud. Julien Perdriel? Ah oui, on le retrouve. Ouais. Par chez nous, ils ont déjà mis les décorations de Noël, il y a des lumières, ça brille, c'est joli. Yolène, est-ce que vous êtes la magie de Noël? Ah bah oui, absolument. En plus, elle est très symbolique, donc les symboles, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les symboles vont être plus importants que jamais. On en a besoin, absolument. Oui. D'ailleurs, Sylvain Guillemot, donc on sait que cette année, pour les restaurateurs, ça a été très très compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs. Comment ça se passe pour vous, pour cette fin d'année? Comment vous vous projetez? Et on a démarré très tôt à faire des menus emportés. Tous les week-ends, on présente, nous, un menu à 40 €. Là, je suis en train de préparer sur cette fin d'année donc mon menu de fête, avec cette idée de dire on va proposer à nos clients ce qui se fait de bon sur le territoire breton, évidemment, et puis chez les producteurs, parce qu'on a besoin de les accompagner dans ce qu'ils font au quotidien. Avec une nouveauté, c'est qu'on a décidé de transformer, pour l'envoi justement de ces plateaux à emporter, on a décidé de transformer l'auberge en une grande épicerie où on va présenter justement les produits de nos producteurs. Okay. Alors si tout le monde n'est pas motivé comme vous pour cuisiner, Agathe, puisqu'on parle de plats à emporter, vous nous avez listé une série de restaurants qui proposent des repas de fête. Oui, c'est ça. J'ai eu envie de soutenir aussi, à ma manière, un petit peu les restaurateurs en Bretagne. Si 2020 nous a bien appris quelque chose, c'est à consommer local et à les soutenir. Donc voilà, j'ai pioché quelques menus de fête chez nos restaurateurs. Et on commence par Rennes, tout d'abord. À Rennes, en effet, il y a le restaurant Racine de la chef Virginie Giboire. Le restaurant étoilé, elle a prévu des petits plats spéciaux Noël, on n'en sait pas plus encore, mais ça sera à venir chercher le 24 décembre. Et puis pour la nouvelle année, elle a prévu un brunch du 1er janvier. D'accord. Voilà, c'est original, ça donne très envie. Et pour le restaurant Les Chevets à Dole de Bretagne, c'est ça? Oui, à Dole de Bretagne. Donc eux, ils ont conçu un menu à 42 € par personne. Il y a l'air d'avoir des choses très très gourmandes là-bas aussi. Et un traiteur rennais, c'est ça? Un traiteur rennais, le Coq Gadby, vous connaissez peut-être. Ils ont une grande carte pour les fêtes et l'avantage, c'est qu'ils livrent dans plusieurs villes, un petit peu partout autour de Rennes, donc pas besoin de se déplacer. Et puis pour ceux qui habitent à Châteaubourg? À Châteaubourg, on a le restaurant Castel-Julie qui a préparé un menu à 36 € par personne et il y aura du chapon à la carte. Et dans le Morbihan, vous nous proposez 4 menus. Alors d'abord, il y a le restaurant Louise à Lorient qui a proposé un très très joli menu à 50 € par personne. On a aussi à Vannes le Roscanvec. Il va préparer, il a conçu un menu avec des produits d'exception, du caviar, de la truffe, des langoustines. Donc voilà, ça promet d'être excellent aussi. Et puis à l'Armor Plage? À l'Armor Plage, il y a la Terrasse du Terre. Donc là aussi, un restaurant qui a voulu vraiment travailler avec les produits bretons pour 38 € par personne.
Et pour finir, il y a le restaurant Hyacinthe et Robert. Hyacinthe et Robert, oui, à Pontivy. Il a créé un menu de fête à 33 € par personne à venir chercher le 24 décembre. Quelques idées pour ceux qui habitent dans les Côtes d'Armor cette fois-ci. Dans les Côtes d'Armor, en effet, il y a la Ville Blanche, c'est un restaurant qui est proche de Lannion. Il a préparé un menu très élégant on peut venir chercher cette fois soit le 23, soit le 24 décembre. L'aromatique maintenant. L'aromatique, c'est à Pleuc-l'Hermitage. Et là, il y aura 2 types de menus différents, très élégants, encore une fois. Je vois Julien Perdris qui acquiesce, vous connaissez bien ces restaurants. Oui, je les connais, oui. Ah, super. J'en avais entendu parler. Et puis il y a un autre restaurant étoilé. Oui, à Saint-Brieuc, au Pesquède. Donc il y aura des Saint-Jacques, du foie gras, du chapon et du homard dans un très joli menu à 60 € par personne. Et on n'oublie pas bien évidemment le Finistère. Oui, dans le Finistère, il y a le Fil Rouge à Quimper. Il a prévu un menu avec des beaux mariages de saveurs, avec également des plats à la carte. Et puis il y a l'hôtel du port à Lauquirec. À Lauquirec, oui. Un menu pour Noël et aussi pour le Nouvel An. Des prix qui varient entre 30 et 38 € par personne. Le restaurant L'Imaginaire à Brest. Oui. Donc là, il y aura 2 plats au choix et encore des plats très, très élégants, du chapon, du homard. Sylvain Guimau, quand on entend tous ces menus, est-ce que cette année vous vous dites, bon, je vais me réinventer, je vais proposer quelque chose de nouveau en cette année si particulière? Oui. On a vraiment besoin de mettre l'accent, je vous dis, sur ces éleveurs qui au quotidien nous accompagnent et qui doivent avoir droit de cité sur nos tables, c'est une évidence. Et donc c'est en cela où, comme je vous disais, épicerie, c'est pour pouvoir à un moment donné proposer un jus de pomme en local de chez Mathilde Simoneau. Enfin, tous ces produits qui véritablement, pour moi, doivent retrouver du sens dans des moments où les gens se réunissent et prennent du plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de ce que vous allez proposer, puisque vous êtes très cachotier depuis tout à l'heure, c'est ce que j'essaye de... Mais, alors en fait, la réalité, c'est que, comme tout le monde, il a fallu que je cale un peu les choses avec mes producteurs. Donc on a du foie gras directement de la ferme du Mai, ASC, qui est un producteur local qui fait un foie gras de très grande qualité. Et j'y étais encore hier à travailler avec lui pour justement caler tout cela. Derrière, on a des Saint-Jacques que je fais fumer cette année de chez nos pêcheurs de Saint-Brieuc. Et puis derrière, j'ai décidé de proposer un poisson. Naturellement, j'attends de voir ce que la marée va nous apporter. Et un chevreuil, pas très loin de chez nous non plus, en local, puisqu'on a un élevage de chevreuils de très grande qualité qui fait des noisettes très très bonnes. Douceur. Ça, c'est notre pâtissier. On va travailler les agrumes. J'adore les agrumes du sud de la France qui viennent ponctuer la pomme et le coin cette année. Bon, Yolène, je sais très bien que tout ce que vient de citer... c'est ça. Mais alors du coup, la question que je me pose, c'est quoi un Noël végétarien alors? Ah, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous avez quelques quelques idées? Soupes de rêve, vous pouvez faire des gratins. Vous savez, il ne faut pas oublier que nos grands-mères mangeaient très très peu de viande. C'est très nouveau cette façon de manger beaucoup de viande. On a mangé délicieusement en France pendant des siècles sans manger de viande. Donc des tartes, des gratins, des choses merveilleuses. C'est tellement bon les légumes. Non, franchement. Des bouillons de légumes. Voilà. Extraordinaire. Et justement, Agathe, vous aviez un dernier petit mot, parce qu'il y a d'autres restaurants qui proposent ce type de plat emporté. Surtout, vous avez un petit conseil à nous donner. Oui, c'est surtout ça c'était vraiment quelques exemples, de ne pas hésiter à contacter tous nos restaurateurs favoris, puisque si ça se trouve, ils sont ouverts et vous pouvez les soutenir en commandant chez eux. Moins de vaisselle, moins de tracas. Sylvain Guimau, comment? Bonne idée. Bonne idée, je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau. Sylvain Guimau, est-ce que vous pensez que les Bretons vont réduire la voilure par rapport à cette crise? Est-ce qu'il y en aura des repas moins compieux, moins élaborés? Je pense vraiment que les gens vont séquencer leur moment de Noël. Comme on le disait tout à l'heure, c'est fini ce grand repas où il y a profusion de produits. Par contre, on va sans doute effectivement choisir plusieurs restaurants pour plusieurs moments. Et donc forcément inviter la famille à des moments différents. Moi, j'ai véritablement conçu le menu sur 2 semaines en me disant, sur les 2 semaines, je vais donner la possibilité à un couple qui reçoit ou des amis ou de la famille de pouvoir venir chez moi, en gageant qu'ils iront chez un collègue pour un autre moment. J'ai vraiment le sentiment que chacun d'entre nous doit travailler dans ce qu'il sait faire pour encore mieux proposer une diversité à nos clients. Et chez les Perdriel, comment on prépare ces fêtes de fin d'année? Nous, c'est très local. On reste surtout axé sur le foie gras, comme le disait.
On est juste à côté de la ferme du Mai à Essé, et on sait qu'ils produisent ils font de très bons produits et on les consomme et ils sont très très bons. Ouais. D'accord. Alors en tout cas, Sylvain Guimau, vous n'êtes pas à court d'idées de recettes simples, locales et pas chères. Présentez-nous quelques petites idées pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Des petits moments très simples. En fait, on est tous très envieux à un moment donné de faire des Saint-Jacques, vous savez, pendant les fêtes de fin d'année. Et le truc un peu fou de la Saint-Jacques, c'est qu'il faut les retourner. Tout à un moment donné, c'est toujours très compliqué. Il y en a toujours qui sortent, qui sont correctement cuites, d'autres un peu moins. Alors j'ai une petite technique que je vous donne. Ça, c'est un brin de romarin. J'ai juste ôté, donc vous avez vu les premières feuilles. On va le couper, on va s'en servir comme d'une brochette. Et on ne va pas mettre nos Saint-Jacques comme on a l'habitude de les poêler. Vous savez que toujours côté coupé en fait, de la Saint-Jacques, quand on les sort des coquilles, on en fait un petit cylindre comme cela. Donc vous allez les ranger comme ceci. Hop, vous piquez vos Saint-Jacques. Et donc l'avantage, c'est que vous allez vous retrouver lors de la cuisson à les tourner comme ceci, sur 4 faces. Vous êtes certain d'un point de cuisson parfait et surtout à chaque fois vous retournez une portion. Donc vous pouvez mettre dans votre poêle 4-5 portions et vous avez la certitude que ce ne soit pas trop long. La cuisson sera meilleure. Voilà. Donc forcément on s'y retrouve en termes de produits et de qualité derrière. Bon, dommage, on ne pourra pas la faire cuire sur le plateau. C'était compliqué. Et puis alors pour revenir à l'esprit des légumes, gageons qu'on ne va pas mettre des petits produits apéritifs là qu'on connaît tous très bien, c'est le moment ou jamais de travailler les racines. Et de travailler les racines en friture, j'adore ça. Donc là on épluche, là c'est de la topinambour, on peut penser salsifis, on peut penser panais, et à chaque fois vous allez simplement les éplucher. Ah c'est bon, j'adore, comme vous. Et là on les épluche et on va en faire dans une huile à environ 140 degrés, ces petites chips, vous voyez, qu'on va présenter à l'apéritif, ou alors carrément poser sur un poisson. On peut très bien imaginer avoir à mettre cela. Et j'adore cette idée de grignotage. Pensez bien quand vous faites des chips comme cela, c'est pas souvent que les gens réagissent comme cela. Changez régulièrement le linge qui va permettre de les égoutter, parce qu'assez rapidement, il sature de gras. Et plus vous le changez, plus vos chips vont s'alléger et plus vous allez pouvoir les conserver longtemps dans le temps. Vous savez, vous pouvez faire des chips avec des épluchures de pommes de terre. Oui, c'est merveilleux. C'est délicieux. Complètement. Au lieu de les jeter, vous les mettez au four, ça vous fait des chips d'enfer. Voilà, mais c'est vrai. Il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, Agathe, vous avez une autre idée dans votre besace pour rester dans cet esprit de Noël, dans cet esprit de Noël gourmand. Par rapport à... Oui. Alors, en effet, si on a des petits produits chouchous qu'on a envie de faire découvrir... Des chips de topinambour, par exemple. Tout à fait. Plutôt un produit non périssable, eh bien, on peut le présenter dans une bonne action, en fait, avec la boîte de Noël solidaire. Qu'est-ce que c'est alors, c'est une initiative simple. On va mettre 5 produits dans une boîte à chaussures et ensuite, elle va en fait être donnée à quelqu'un dans le besoin. Donc, ce colis, on va le mettre dans un point de collecte et ensuite, il sera redistribué à des associations comme les Restos du Cœur. Donc, il faut mettre 5 produits différents. Le premier, ça va être un produit d'hygiène ou de beauté. Voilà. On va mettre également un divertissement. Donc un livre, ça peut être aussi un jeu de société ou un magazine par exemple. On pense aussi à mettre un petit vêtement chaud, donc ça peut être des gants, ça peut être un bonnet. Moi j'ai mis des chaussettes en laine. On met également donc un produit gourmand non périssable. Moi j'ai mis du granola breton, mais on peut mettre aussi du miel, du thé, des chips de pommes de terre. Tout à fait. Sans oublier, bien sûr, un petit mot écrit à la main pour souhaiter de bonnes fêtes à la personne. Et on dépose ça dans un point de collecte. Il y a de nombreux points de collecte et journées de collecte à Rennes. Mais pas seulement, il y a aussi plusieurs villes en Bretagne qui mettent en place cette initiative. Et pour ceux qui souhaitent participer, ils font comment ? Alors, on se renseigne sur Facebook en tapant « Boîte de Noël solidaire ». Et là, il y aura toutes les informations. Merci beaucoup pour toutes vos recettes, vos petites astuces, vos initiatives. J'espère qu'elles vont donner des idées à nos téléspectateurs. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui est du côté de Quimper à la faïencerie Henriot. Anne Fantet, regarde notre bol qui a déjà qui a passé 9 heures dans le four. Nous, on a accéléré le temps depuis tout à l'heure. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le biscuit. Le biscuit, voilà. Donc maintenant, il va passer à l'émaillage. On va lui recouvrir de poudre de verre pour lui donner le côté brillant après cuisson. Et après, une fois que c'est émaillé, on va à la déco. Donc là, il y a de la poudre de verre, mais c'est vraiment le fait de monter en température qui va faire fondre le verre pour donner ce côté brillant, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, c'est peint
par des peintres. Chaque petit bol est peint à la main. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes devenue peintre ? Je suis arrivée juste après avoir eu un BEP comptabilité en 1991. Donc comment est-ce qu'on passe de la compta à la peinture sur bol et sur faïence ? Je savais qu'ils cherchaient des peintres aux faïenceries Henriot et je me suis présentée et j'ai fait un essai qui a été concluant. Donc du coup, depuis lors, je suis encore là. Et ça fait combien de temps ? Ça fait 29 ans. Ah oui, ah bah super. Une belle histoire, comme quoi, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est super. Je vous laisse continuer à peindre parce que mine de rien, il y a du boulot. Une fois qu'on a peint le décor, parce que là c'est vraiment ce que vous faites, vous peignez à la main, chaque décor, chaque trait est fait au pinceau. On les met sur des planchers par série, ah oui, alors, en attente de cuisson. Voilà, donc là, la particularité, c'est que vous avez la couleur violette quand elle est appliquée et qu'elle n'est pas cuite, qui donne une couleur très bleu foncé à la cuisson. C'est un oxyde particulier qui devient très bleu à la cuisson. Et alors, donc ces bols, une fois qu'ils ont été... parce qu'il y a donc 2 cuissons, hein, voilà, si j'ai bien compris. C'est ça. Ensuite, on va venir appliquer les lettres. On va mettre les prénoms dessus, bien sûr, parce que c'est ce que les gens veulent, avoir leur prénom ou leur surnom dessus. Donc nous, on sort des papiers avec des OF qui vont donner les indications au peintre sur l'écriture à utiliser, la couleur de l'écriture et le type de bol sur lequel elle doit faire le décor. Donc tout est fait sur mesure à la commande. Vu que vous êtes moderne, on peut commander sur Internet. D'ailleurs, Anne Fantet, je vois que tu as fait une commande avec ton petit surnom secret inavouable. Je ne le dirai pas, tu es... Ça restera confidentiel. Voilà. Mais... Donc oui, d'accord, ça c'est vraiment le côté artisanal du bol. C'est ça, tout est fait à la commande au fur et à mesure. Voilà, on n'a pas de stock parce que les gens peuvent choisir, on a 20 décors différents. Donc les gens choisissent le décor qui leur plaît et après mettent le prénom, le surnom ou la particularité. Alors justement, comment vous faites au niveau de la calligraphie ? Est-ce que vous avez un alphabet officiel Henriot ? Alors on a des lignes directrices, par contre chaque peintre a son écriture, sa façon d'écrire comme tout le monde. Donc la seule chose c'est qu'on met 2 petits traits pour avoir à peu près la même taille sur tous les prénoms. Et après on a différentes écritures, donc on a du manganèse, on a du gris, on peut avoir du noir en fonction du type de bol pour que ce soit le plus cohérent possible et plus joli. Et alors justement, ce que je trouve super, je ne sais pas si la caméra peut montrer, c'est qu'ici vous avez vraiment des bols hyper différents, ces deux-là, voilà, c'est super, ça modernise le bol breton. On a pour tous les goûts et pour toutes les personnes, le plus traditionnel comme le plus moderne. On a vu le bol pung qui est plutôt blanc, mais c'est la facette qui fait le décor. Et nous, sinon, on a du décor sur le même bol. Vous faites des bijoux aussi ? On a des bijoux qui sont à la boutique. On a essayé de se diversifier. C'est des bijoux, ce qu'on dit fantaisie, parce que c'est pas des bijoux avec de l'or ou de l'argent, mais c'est des bijoux qui font plaisir à sortir de temps en temps quand on va à une soirée. C'est gai, c'est brillant, c'est coloré. Bon justement, on va aller dans la boutique maintenant pour voir toute cette belle gamme, les bijoux. Il y a aussi des archives de faïence issues des moules qui étaient dans votre grenier. Enfin, tout ça, on va vous le montrer dans une poignée de minutes. On va se remettre au boulot parce que ton bol secret, Anne Fantet, il faut bien qu'il soit prêt pour Noël. Ce serait quand même dommage. J'ai peur de voir ce que je vais... ce que tu m'as concocté. Oh là 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 là. Allez, à tout à l'heure. Allez, on parlait tout à l'heure de l'importance de manger des produits locaux, des produits de notre terroir. Eh bien vous, Julien Perdriel, en tant qu'éleveur, vous allez encore plus loin aujourd'hui. Oui. Vous souhaitez lancer un conservatoire un peu particulier. Racontez-nous. On a pour l'initiative, nous, de mettre en valeur toutes les races françaises, notamment, là, en ce moment, on élève des races locales, comme la coucourenne, qu'on connaît aussi bien, mais il y a quelques années, c'était un nom perdu. On n'en retrouvait plus beaucoup. C'était chez quelques éleveurs dans le fin fond de la campagne qu'on a réussi à retrouver ces races-là et pour redynamiser la race. En ce moment, on a aussi des solognos, des moutons solognos. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est des moutons qui sont... tout marron, mais marron très très clair. Et c'est des moutons où il reste 3000 têtes normalement, si je me souviens bien, en France, avec 80 béliers qui naissent par an. Donc c'est des races, alors qu'il y a 200 ans, on revient, il y en avait 300 000. Donc il y a un sacré décalage. Et nous, c'est des races qu'on voudrait mettre en valeur. Et on élève aussi, en ce moment, on a une 20-25 races. Là, je vois, il y a une photo qui vient d'apparaître justement du mouton sologno. C'est cette race-là. Et on a aussi d'autres races de volailles françaises qui sont jolies, d'agrément, parce qu'il y a beaucoup de poules maintenant qu'on retrouve avec le confinement, justement, beaucoup de gens qui ont décidé d'avoir l'initiative d'acheter des poules pour avoir ses propres œufs et faire de l'animation aussi pour les enfants.
Là, par exemple, il y a quelques poules qui défilent. Je vois, il y a la coucoudrenne, la fameuse poule, qui est, ce coq-là vient justement de chez moi. Et ce qui vous fait peur, c'est que ces races-là disparaissent avec le temps, c'est ça? Oui, ce qui me fait peur, c'est que je me dis qu'avec l'industrialisation, on connaît tous le poulet blanc, mais il y a très très peu de personnes qui connaissent des poules avec des couleurs diversifiées, des jolies petites poules. Il y en a plein, il y a des milliers de races, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien diversifier ces races et qu'on les retrouve dans chaque foyer. Et je crois que c'est un projet de famille. Alors, vous avez lancé une campagne de financement participatif. À quoi vont servir les dons qui seront récoltés? Les dons, ils vont servir pour l'acquisition, déjà pour la création de parcs, parce qu'il faut séparer toutes les races pour pas mélanger les races. Et aussi pour les poussins, parce qu'il faut élever les poussins et faut des petites poussinières pour pouvoir les regrouper, tous les mettre ensemble pour les élever jusqu'à temps qu'ils soient adultes pour qu'ils aillent dehors. Et aussi pour la couveuse aussi, faut le matériel nécessaire pour les élever, les faire grandir pour le bien-être animal. C'est tout un équipement, Sylvain Guimot. Il faut plus que jamais protéger ce patrimoine vivant. Évidemment. Évidemment, parce que laissera-t-on à nos enfants si demain nous ne diversifions pas effectivement les races? On a un vrai souci, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a mis énormément de temps, la coucoudrenne, je connais plutôt bien le sujet, pour renormer une race, c'est très très long. On a la pinoire bretonne qui a été très longue aussi à remettre au goût du jour, avec ses éleveurs. Et charge à nous, professionnels justement des métiers de bouche, d'accompagner et de réapprendre à travailler ces viandes-là, ça me paraît une évidence. Je crois qu'encore tout le monde est d'accord sur ce plateau, tout le monde acquiesce de la tête. Merci Julien d'être venu nous présenter votre projet. Et on reste toujours dans le thème de la biodiversité. Et si vous adoptiez un bébé corail, ce n'est vraiment pas une blague, regardez, c'est notre idée du jour. T'as adopté un bébé corail? Oui, je voulais faire quelque chose pour la planète. À la fois animaux, végétaux et minéraux, les coraux sont essentiels à l'équilibre de la planète. Ils protègent les côtes en absorbant l'énergie des vagues, ils abritent 25% de la biodiversité océanique et des millions de personnes en dépendent pour vivre. Mais aujourd'hui, ils sont menacés de disparition. À partir de 25 €, vous pouvez adopter un corail et ainsi contribuer à restaurer la biodiversité unique qu'il représente. Quelques associations environnementales comme Coral Guardianers ou Coral Guardian proposent cette action. Il suffit d'aller sur leur site internet. C'est ce qu'a fait Audrey, elle nous explique tout. Alors voilà, il se trouve qu'en janvier 2019, j'ai adopté un corail. Alors je sais que c'est pas courant et pourtant, il n'y a rien de plus simple. Il s'appelle Lou et il pousse lentement mais sûrement dans le récif d'Atamine qui se trouve du coup à des milliers de kilomètres de chez moi et ça a été possible grâce à l'association Coral Guardian. Et du coup, une fois qu'il a été transplanté, j'ai reçu un petit certificat d'adoption avec la photo, le nom, la personne qui l'a transplanté. Je trouvais ça trop cool. Bon, ça paraît comme ça assez anodin, mais voilà, une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, ça fait vite un océan. Vous aussi, en quelques clics, contribuez à sauver les barrières coraniques. Voilà pour notre idée du jour. Et comme chaque jour, place à notre volet emploi. Coup de projecteur ce matin sur un secteur qui recrute. On vous présente Jordan, il est déménageur. Déplacer le gros, je te les mets là. Je te les mets là. Je m'appelle Jordan Operi-Domoro, je suis déménageur. J'étais cuisinier, j'ai fait mes études, j'ai fait mon bac pro restauration. J'ai arrêté, je me suis mis dans le social. Et puis j'ai un ami qui était déménageur, je le voyais souvent rentrer chez lui avec son bleu de travail. Et puis un jour je lui ai demandé ce qu'il faisait et puis il m'a parlé de son métier. Et puis bon, moi j'avais envie de changer de filière et puis je me suis dit pourquoi pas tester le DEN. Et puis je suis resté dedans. Là, je prends en photo le bureau avant qu'il soit emballé. S'il y a des endroits qui sont un peu plus marqués que d'autres, comme ça au moment de la relivraison, qu'il n'y ait pas de confusion, quoi. Donc là, comme par exemple ici, on voit qu'il est un peu abîmé. Donc je vais prendre ce petit détail en photo. Moi, ce qui m'a plu, c'était justement cette image que les gens, généralement, des déménageurs super bruts, super pas adroits, vraiment le mec qui rentre chez le client, le bourrin qui rentre et puis qui prend des affaires, qui charge et puis qui décharge. Justement, moi, en fait, quand je suis arrivé dans le DEN, j'ai constaté que c'était pas du tout le cas. Vraiment, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que les gens nous ouvrent leurs portes.
Donc on rentre directement et indirectement dans leur intimité. C'est vraiment ce qui me donne envie de bien faire mon travail, c'est que le client ne soit pas déçu, que tous ces biens arrivent à bon port en bon état. Au début, quand on exerce ce métier, on rentre à la maison, on est un peu fatigué, des courbatures, mais sur la longue, ça rentre et puis tout va bien, on dort bien. Très important d'avoir quelques techniques de portage pour éviter de toucher les murs, qu'il y ait de la casse. Donc non, on y va avec délicatesse et puis tout se passe bien. Après, il y aura le gros soc si tu veux de la base. On fait beaucoup de routes. Donc on va dans d'autres pays, on aime bien écouter la musique, chanter, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Je suis fier de ce que je fais chaque jour, je ne vais pas au boulot à reculons. Ce qui me plaît vraiment, c'est de voir le sourire d'un client à la fin de notre chantier. Voilà pour ce portrait. Pour aller plus loin, Jérôme Audurier nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes conseiller Pôle emploi à Rennes. Alors, le déménageur est un excellent manutentionnaire. À quoi doit-il veiller? Eh bien, déjà au bon emballage, au bon déballage et puis au montage, démontage des meubles, parce qu'il assure, il est le garant finalement de tout le process, de ce qui sera ce déménagement. Il va justement s'occuper de charger le véhicule et puis de le décharger. Donc, ça nécessite pour lui d'avoir une bonne réflexion globale pour bien acheminer dans les meilleures conditions de sécurité ce déménagement. Alors le métier est accessible sans diplôme, mais des cursus existent tout de même pour se former. Exactement. Alors il y a un CAP déménageur qui existe. Dans l'idéal, nous, on recherche effectivement aussi des profils périphériques avec une transversalité de compétences. Aujourd'hui, on va avoir, par exemple, des personnes qui vont être, par exemple, chauffeurs et qui souhaiteraient devenir conducteurs déménageurs. Donc, pour cela, il faut qu'ils aient un permis C ou EC. Puis avec une FIO, mais ça aussi, ça peut se mettre en place avec Pôle emploi dans une action de formation qu'on peut mettre également ensemble en place. Il y a également, bien sûr, alors dans l'idéal, c'est aussi avoir le permis D ou EB pour tout simplement être, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, la personne était amenée parfois à conduire le camion. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en Bretagne, Jérôme? Alors, effectivement, aujourd'hui... c'est un secteur qui recrute dans toute la Bretagne. Sur le site de Pôle emploi, on y retrouve actuellement 11 offres. Mais alors aujourd'hui, il y a forcément, comme dans tout métier, une saisonnalité. Et donc aujourd'hui, en fait, finalement, ce que je vous invite à faire, c'est dès à présent postuler dans ces entreprises qui recrutent. Et donc, il y a donc actuellement une dizaine d'offres déjà à pourvoir. Mais pour en avoir connaissance, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller tout simplement sur le site de la bonne boîte. La bonne boîte sur laquelle vous allez pouvoir faire une recherche directement par secteur d'activité, puis après par géolocalisation, ce qui vous permettra en fait d'identifier les entreprises qui recrutent dans le secteur du déménagement et donc pouvoir ainsi intégrer ces entreprises au moyen d'un stage pour commencer en tant qu'aide déménageur. Et puis, ce que je tiens à rappeler aussi, c'est qu'il y a une progression très rapide qui est possible sur ce métier-là. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer en tant qu'aide déménageur, puis déménageur, et puis à la fin, potentiellement chef d'équipe. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces infos et à bientôt. Et cette question, toujours niveau emploi, comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Élément de réponse avec Arthur Pertigos. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur du poste qu'on vous propose, de ne pas mériter ce qui vous arrive, de viser trop haut. Oui, la recherche d'emploi aussi est propice au syndrome de l'imposteur. Il s'agit bien d'une impression et pas de la réalité. 70% de la population l'éprouve un jour ou l'autre. Pour vous sentir légitime, soyez concret. Parlez avec d'anciennes relations professionnelles ou d'anciens collègues qui vous rappelleront tout ce que vous savez faire. Leur point de vue sera toujours plus positif. Et arrêtez de mettre en doute les compliments qu'on vous fait. Pour vous aider, listez vos réussites, petites ou grandes, vos recommandations. Et vous verrez, c'est écrit noir sur blanc, vous êtes un pro. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance.
Et avant d'aller retrouver Evan, c'est à vous, Yolène. Vous nous racontez les bonnes idées du confinement ce matin. Ben oui, parce que le confinement, comme toujours avec les crises, il y a aussi des aspects positifs. Découvrir le télétravail, il y a des choses très bien. Réapprendre la solitude, tester son couple, aïe aïe aïe. S'occuper de ses enfants, de ses animaux. Et avoir des idées, et notamment pour les masques. Parce que... Oui, parce que nous portons tous le même masque bleu et ce n'est pas très original. Franchement, oui. Alors, il y a eu quand même pas mal d'efforts. Si vous allez regarder sur Internet, vous pouvez faire avec des tissus jolis, il y a des tutos pour vous aider, etc. Mais alors, la palme revient à un artiste brésilien qui s'appelle Jorge Roris. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Alors, d'habitude, vous savez, il s'occupe des costumes du carnaval. Là, il n'a plus de boulot. Et donc, il a lancé un truc incroyable. On le voit là. En fait, il peint le masque avec une photo à votre image. Alors, c'est juste très étrange parce qu'il y a il y a des vidéos qui tournent quand vous parlez. Vous parlez et ça ne bouge pas. Donc ça, j'ai un peu de mal aussi. C'est un peu bizarre, mais sinon c'est quand même sympathique. Alors il y a d'autres initiatives qui sont plus humanitaires et plus généreuses. Alors il y en a une que j'adore, c'est les jardinières masquées. Ça fait un peu Zorro, non, ces jardinières masquées? Alors je reconnais que c'est un peu bizarre, mais c'est un mouvement formidable qui est né à Tours et qui part du principe qu'il faudrait cultiver les villes, que c'est très bien d'avoir des jardins verts avec des jolies fleurs, mais que cette crise est surtout économique et qu'il faut que les gens mangent et que les gens mangent correctement. Je pense que c'est pas autour de cette table qu'on va me dire le contraire. Donc ils ont un chiffre qui est incroyable. Est-ce que vous savez, Anne Fante, combien on dépense par nos impôts chaque année en budget pour les espaces verts dans une ville? C'est délirant. C'est 46 € par habitant et par ville, par exemple, par an, je veux dire. Ça veut dire qu'à Tours, c'est 6 millions d'euros chaque année. Donc leur argument, c'est de dire, si on prenait juste la moitié pour faire pousser, au lieu de faire pousser des géraniums et des roses, de faire pousser des poireaux, des pommes de terre. Alors ce qu'il dit, c'est par exemple, Anne Fante, quand vous irez au parc avec votre fils, et en même temps, vous irez le faire jouer puis ramasser des fraises. Et leur autre argument que je trouve génial, c'est que, ok, les roses, c'est joli, mais des choux-fleurs et des brocolis, c'est très joli aussi. Donc non seulement c'est joli, mais ça nourrirait les gens. Avec cette idée, tout le monde pourrait jardiner, en fait. Alors c'est ça qui est formidable. C'est à la fois de bien se nourrir, mais de recréer du lien. C'est-à-dire que vous avez les enfants, les grands-parents, les voisins, les copains, on va tous s'amuser à faire un potager en bas de chez soi, dans la rue, etc. Et rien que si la moitié, vous imaginez, des espaces verts pouvaient nourrir les gens, ça serait formidable. Donc il y a une pétition sur Havas. Évidemment, je vous exhorte, je vous supplie à genoux d'aller la signer. Alors, cela dit, il n'y a pas besoin d'attendre le Covid. J'ai vu qu'à Dinan, tous les mercredis matins, en Côte d'Armor, il y a des gens qui se retrouvent pour un jardin solidaire pour le secours populaire. Donc, vous voyez que ça existe déjà. Et il y a une autre initiative que je trouve formidable, c'est hashtag végétalise ton kilomètre. Là, c'est pour les pollinisateurs. Et de quoi s'agit-il? Alors, avoir un potager, c'est bien, mais s'il n'y a plus de pollinisateurs, vous savez bien qu'on parle des abeilles qui disparaissent, mais il y a tout le reste. Tous les insectes sont en train de disparaître, les oiseaux, les chauves-souris. Or, tous ces animaux emportent des petites graines partout et c'est grâce à eux qu'on a des légumes, des fruits et qu'on peut manger. Donc l'idée, c'est que quand vous avez votre kilomètre, alors maintenant on a un peu plus, on a 20 kilomètres, quand on avait 1 heure, maintenant on a 3 heures, donc c'était pour ça ton kilomètre, prenez quelques graines et puis vous les balancez comme ça pour fleurir un peu partout. Alors c'est un peu symbolique, parce que les jardiniers savent bien qu'il ne suffit pas de balancer quelques graines pour que ça pousse. C'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. C'est l'initiative d'une entreprise qui s'appelle Balles de Graines et qui vend des petites balles comme ça avec plein de graines pour attirer les oiseaux, les coccinelles, etc. Ce qui est important, c'est de dire aux gens, respectez la nature, arrêtez d'avoir des jolis gazons. Ça, il n'y a rien à manger pour les animaux. Laissez quelques fleurs sauvages, quelques mauvaises herbes qui sont souvent absolument ravissantes comme le pissenlit, etc. Respectez la nature et ça ira mieux comme ça. Oui, on ira tous mieux avec la nature. Exactement. Merci beaucoup Yolène. Allez, on part faire un dernier saut du côté de Quimper. Evan, c'est à toi. Est-ce que mon bol est prêt? Parce que j'ai envie de savoir ce que c'est. Je sais que tu es impatiente, Anne Fante. Il va falloir attendre la fin de l'émission dans quelques minutes pour découvrir ton bol. Avant, j'aimerais vous montrer la particularité de la faïencerie Henriot à Quimper. C'est pas que de faire des bols bretons traditionnels. Vous avez tout un tas de super objets pour revisiter la faïence, la remettre au goût du jour. Notamment, Fabienne, ces bijoux dont je vous laisse nous parler parce qu'ils sont vraiment très beaux. Tout à fait. Alors, ils sont tous également
façonné à Quimper, émaillé à Quimper. Et le fait qu'on n'utilise pas ici des mots alimentaires, ça nous permet d'avoir des variations de couleurs, de motifs. Vous voyez ici l'émail craquelé, ici de l'émail bronze, des couleurs qui peuvent être très très vives. C'est pas de l'or massif 24 carats? Non, pas tout à fait. C'est de l'émail qui est un petit peu bronze et qui va évoluer en plus au fil du temps. Ça donne vraiment des teintes qui sont uniques, vraiment ravissantes. Et c'est super original comme bijou. Alors, vous avez aussi dans les greniers de la faïencerie, puisque ça fait quand même des années qu'elle existe, on le disait tout à l'heure, d'anciens moules. Et des fois, vous allez récupérer des moules pour en refaire de nouveaux et sortir de nouvelles pièces. Enfin, vous allez mieux expliquer ça. Tout à fait. Là, ce sont les pièces historiques. Enfin, celles-ci datent des années 40. Elles sont assez récentes par rapport à l'histoire de la manufacture. Mais effectivement, on a beaucoup de vieux moules en plâtre qui nous servent de modèle dans les greniers. À partir de ces moules en plâtre, on fabrique des statuettes. Ici, les blancs de Quimper, au départ, c'était des pièces qui étaient décorées. On les édite en blanc aujourd'hui, ça va dans tous les intérieurs. En fait, on peut toucher plus de public comme ça. Comme ça, chacun peut le mettre, peu importe la couleur de son chez-soi. Exactement. On continue à voyager dans cette très très belle boutique. D'ailleurs, on entend le parquet qui craque, j'adore. Pour vous présenter une collection d'art de la table, cette fois-ci, avec un graphiste breton des années 20. Voilà, c'est le service de la mer de Mathurin-Méheux. C'est une réédition qu'on a mis en place avec le musée de la faïence de Quimper, pour surtout pas de faire d'erreur, en fait, pour avoir les vraies couleurs, les vrais motifs. C'est un service qui peut être vendu soit à l'unité, soit c'est-à-dire chaque pièce. Nous avons visiblement un petit problème technique. Alors, juste, dernière chose, est-ce que vous êtes prêts pour vos cadeaux de fin d'année? Moi, si je suis prêt pour mes cadeaux de fin d'année, je n'ai rien acheté. Mais alors, comment ça se fait? Mais non, le cuisinier, à un moment donné, s'est dit qu'il n'achèterait pas sur Internet, qu'il attendrait que tout réouvre et prendrait le temps d'aller faire ses achats après. Bah là, vous êtes un peu en retard parce que ça fait 10 jours. Je suis totalement en retard. Yolande, est-ce que... Alors, non, mais moi, ils m'ont demandé une expérience et vous allez rire, ça va vous faire plaisir, un stage d'œnologie. Donc, je vais leur offrir ça, mes enfants. Ils ont très envie ensemble d'aller tous trinquer et apprendre les vins. D'accord. Et je trouve ça chouette d'avoir des expériences aussi comme cadeau plutôt qu'un objet. Bon, on va interrompre notre petite discussion parce que je crois qu'on a rétabli la liaison avec Evan. Oui, Anne Fanté, alors désolé, du coup, pour faire vite, on a ton bol. Voilà. Bichounette. Très bien ton petit surnom. Voilà, et donc on le met dans l'emballage. Bichounette, et hop, ça part sur le studio de France 3, voilà, comme ça tout le monde connaît ton surnom secret. Merci beaucoup à la faïencerie Orion pour ce cadeau, mais par contre, toi, tu vas avoir quelques soucis quand tu vas rentrer. À tout à l'heure, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Demain, dans Ensemble, c'est mieux, on parlera sommeil, comment retrouver ce sommeil en ces temps troublés de Covid-19. En attendant, moi, je vais en profiter. Je vais manger les chips de Simon Guimau parce qu'elles sont excellentes. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, puis on se dit quand même à demain.